Direct, aujourd'hui, c'est vous, Laetitia Bucaille, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes professeur de sociologie politique à l'INALCO et spécialiste du conflit israélo-palestinien. Nous sommes ce matin au 6e jour de trêve entre le Hamas et Israël, dont les termes sont jusque-là globalement respectés, échange otages contre prisonniers et arrêt des combats. Est-ce que vous diriez que chaque jour, chaque heure supplémentaire de trêve éloigne la possibilité d'un retour de la guerre telle qu'on l'a connue pendant 1 mois et demi? Il l'éloigne dans le temps, mais est-ce qu'il évite vraiment son retour? Rien n'est moins sûr, puisque le gouvernement israélien prévoit de poursuivre son offensive et de l'étendre d'ailleurs à toute la bande de Gaza. Il faut bien savoir qu'il y a quand même un certain consensus en Israël pour tenir cet objectif énoncé par le gouvernement israélien, à savoir de détruire le Hamas. Donc il faudrait quand même une pression américaine extrêmement efficace sur les Israéliens pour empêcher un retour de la guerre. D'autant que la trêve est parvenue à un moment où Israël n'a pas franchement atteint d'objectifs stratégiques déterminants. Non. Selon son plan de guerre. Non. Israël a commenté le fait qu'elle avait éliminé certains chefs de secteurs du Hamas, mais rien de spectaculaire. Et bien sûr, la tête du Hamas, qui est désignée comme la tête pensante de l'attaque du 7 octobre, Yahya Sinwar, est vraisemblablement toujours en vie. Donc ça, c'est un des objectifs d'Israël. Et pourquoi vous dites qu'il est toujours en vie? C'est parce que, selon certains témoignages, il aurait rendu visite à des otages israéliens ces derniers jours, dans l'espoir que ça se sache sans doute, puisque le message qu'il leur a délivré, c'était « ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Oui, et donc en tout cas, Israël a récemment énoncé cet objectif qu'il fallait absolument l'éliminer, puisqu'il apparaît comme le principal responsable de l'attaque. Yahya Sinwar, dont on rappelle qu'il a été libéré, qui a passé 20 ans en prison en Israël à l'occasion de la libération de Gilad Shalit. Donc Israël sait aussi ce que ça lui coûte, ces libérations. Oui, alors mais pour le moment, les libérations de prisonniers quand même concernent souvent des prisonniers en fin de peine. Les femmes et les mineurs ne sont pas non plus ceux qu'on peut désigner, ce que Israël peut désigner comme les plus dangereux terroristes selon ces termes. Il faut savoir aussi que dans ce marché d'échange entre otages et prisonniers, Israël, depuis le 7 octobre, a procédé à de nombreuses arrestations dans les territoires palestiniens. Donc il y a un peu un avantage que conserve Israël, parce que même les prisonniers qui sont libérés aujourd'hui, dans quelques jours, dans quelques semaines, ils peuvent très bien être réarrêtés. C'est là où cet échange, qui bien sûr apparaît à de nombreux observateurs comme un diktat, comme une réussite du Hamas, n'est pas un échange tout à fait dans les mêmes termes, dans la mesure où Israël conserve ses cartes maîtresses de pouvoir réprimer en Cisjordanie. Ces cartes maîtresses, c'est notamment des prisonniers qui pourraient là être des game changers, comme on dit. On pense bien sûr à Barghouti. On peut penser à cette jeune militante dont le nom m'échappe, Taïda Mimi, qui a été arrêtée juste après le 7 octobre d'ailleurs, et dont on dit qu'elle pourrait être libérée. Donc bien sûr, sa libération serait symbolique, mais en réalité, elle n'est pas en prison depuis très longtemps. Oui. Justement, sur cette question de libération des prisonniers, dont on sait qu'elle est centrale dans la conscience palestinienne, est-ce que là, le Hamas, en ce moment, capitalise, sachant ce qu'on vient de dire à l'instant, auprès de son opinion publique sur ces libérations et gagne en crédibilité? Oui, je crois que l'essentiel a été fait avec le 7 octobre, c'est-à-dire que les Palestiniens, en tout cas de Cisjordanie, ont estimé que là, le Hamas avait réussi à renverser la table et qu'il remettait sur la table la question palestinienne qui était oubliée. Et c'est vrai que les Palestiniens de Cisjordanie payaient un prix particulièrement fort, puisque le contrôle, le maillage de la Cisjordanie est extrêmement serré, et les Cisjordaniens, de manière quotidienne, rencontrent l'occupation et
le dispositif sécuritaire israélien. Donc cette attaque, qui leur est apparue bien moins cruelle que bien sûr aux yeux des Israéliens et aux yeux du monde, notamment parce que eux ne souscrivent pas forcément aux scènes les plus terribles qui ont été décrites. Souvent, ils estiment que c'est de la propagande israélienne. Ils ont des contre-témoignages, ils s'appuient sur d'autres éléments qui font qu'ils ont un récit peut-être édulcoré de cette journée. Donc le 7 octobre, c'est l'espoir que la question palestinienne renaisse, le fait que le Hamas soit perçu comme le maître du jeu, et que, effectivement, cette question des prisonniers, de la libération des prisonniers palestiniens, qui est très importante pour la population, soit vraiment semble être une des priorités. Alors, est-ce que ça finit dans l'esprit des habitants palestiniens de Cisjordanie d'enterrer une autorité palestinienne qui est sacrément invisible depuis le 7 octobre et dont on n'en finit plus de dire qu'elle est moribonde, à vos yeux? Oui, probablement, ça l'enfonce encore davantage, c'est certain. Et effectivement, son incapacité à prendre la relève, à avoir un discours clair, audible, la dessert encore un peu plus. Et est-ce qu'avec ça enterre définitivement, ou disons dans le moyen terme, l'autorité palestinienne étant celle qui est reconnue, ou disons connue à l'étranger, la solution à deux États, avec cette montée en crédibilité du Hamas? C'est un véritable problème parce que pour les Occidentaux, qui poussent, qui encouragent un retour aux négociations et donc à une solution des deux États, ils n'ont pas tellement d'autres choix, ou en tout cas, ils n'imaginent pas autre chose que de s'appuyer sur l'autorité palestinienne. Or, cette autorité palestinienne, comme on l'a dit, est tout à fait discréditée du point de vue palestinien. Donc il y a encore ce décalage entre le regard occidental qui s'appuie sur un acteur qui n'est plus vraiment représentatif. C'est lui qu'on va voir, Mahmoud Abbas. C'est lui qu'Emmanuel Macron est allé voir à Ramallah. Oui, tout à fait. Et puis ceux que les Palestiniens soutiennent, qui est aujourd'hui plutôt le Hamas, en tout cas en Cisjordanie. C'est peut-être moins le cas à Gaza. Mais donc il y a encore cette espèce de décalage complet entre la volonté extérieure et puis le sentiment populaire en interne. Donc comment essayer de parvenir à rapprocher les points de vue pour que ça soit viable, parce que si c'est uniquement un choix de la communauté internationale de choisir, de désigner un interlocuteur palestinien, ça ne pourra pas marcher. Ça, c'est un véritable casse-tête. On peut imaginer aussi que, comme au début des années 1992, lorsque Israël refusait absolument de discuter avec l'OLP, l'OLP était considérée comme une organisation terroriste avec laquelle il était interdit de parler. Les discussions ont eu lieu avec des Palestiniens qui officiellement ne faisaient pas partie de l'OLP, mais étaient en fait en contact avec elle et étaient ses représentants officieux. Donc on pourrait peut-être imaginer de faire émerger de nouveaux acteurs, de les reconnaître comme interlocuteurs qui ne seraient pas véritablement ceux avec lesquels on refuse de parler parce qu'on considère absolument comme des terroristes, mais qui seraient des nouveaux acteurs qui pourraient faire le lien entre le Fatah et le Hamas. Sachant que, de facto, des discussions, même indirectes, via la médiation du Qatar, il y en a aujourd'hui, forcément, pour ces libérations, ces échanges de listes entre le Hamas et Israël. Et ce n'est pas nouveau. Il y en a eu, depuis que le Hamas est au pouvoir. Il y a eu à chaque fois la médiation égyptienne pour mettre fin aux guerres. Il y a eu aussi l'entremise de Tony Blair. Enfin, il y a eu des contacts qui ont été pris. Mais ça n'a pas été très long. Puis, entre-temps, il y a eu le 7 octobre. Je voudrais qu'on redise un mot de la Cisjordanie, parce qu'on parle bien sûr beaucoup de la bande de Gaza, et j'espère qu'on va pouvoir en redire un mot. Il n'y a aucune trêve en Cisjordanie depuis le 7 octobre. 230 Palestiniens tués lors d'affrontements entre des colons et l'armée israélienne. C'est vraiment, et ça paraît peut-être contre-intuitif de le dire avec les bilans humains bien sûr à Gaza et les bilans matériels terribles, mais le nœud vraiment, il est là, il est en Cisjordanie pour l'avenir. Oui, parce que, alors aussi, il faut préciser qu'il y a de nombreux témoignages qui font état de mauvais traitements, d'humiliations, de coups.
dans les prisons. Au moment de la libération des prisonniers, mais aussi dans les prisons, où les prisonniers ont déjà subi des restrictions quand Ben Gvir, le ministre israélien de la Sécurité nationale, est arrivé au pouvoir. Des prisonniers palestiniens. Oui, donc privation, réduction des douches, des promenades, etc., de l'accès à l'alimentation. Là, les témoignages décrivent des conditions absolument terribles. Mais effectivement, le nœud du problème, c'est la Cisjordanie. Parce que si Gaza, c'est tout petit et c'est un territoire qui est resté clos depuis des décennies et des décennies, la question en Cisjordanie, c'est que c'est une peau de léopard et qu'il n'y a aucune continuité territoriale. Donc le problème de ce scénario des deux États, c'est comment bâtir un État sur vraiment des lambeaux de territoire, un territoire discontinu, non seulement entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, mais à l'intérieur même de la Cisjordanie, des îlots de territoire avec des colons dont on sait qu'un certain nombre sont extrêmement agressifs et qui ne laissent pas envisager de bonnes relations de voisinage. Sans parler de Jérusalem-Est, qui est un autre problème. Un dernier mot de la bande de Gaza. On parlait de la mainmise du Hamas et sur les négociations et sur l'écriture de la séquence qu'on est en train de vivre. On a vu ces dernières heures défiler ensemble les hommes du Hamas et ceux du djihad islamique. Est-ce que ça peut créer peut-être des histoires de rapports de force où on sent les deux groupes sur la même longueur d'onde de ce qu'on en sait ? Oui, alors le djihad islamique a toujours eu une stratégie un peu différente parce que c'est pas un groupe, c'est pas un mouvement qui mise sur un soutien de masse, c'est un mouvement plutôt qui se conçoit comme un mouvement d'élite. Donc il peut constituer un frein. On sait que quelquefois le Hamas, justement, en gouvernant Gaza, a quelquefois eu du mal à mettre tout le monde au pas, et en particulier le djihad islamique quand il voulait imposer ses trêves avec Israël. La question, c'est vraiment la possibilité d'une alliance entre le Hamas et le Fatah. Quelles sont les chances de réussite ou non, ou comment en fait contourner le blocus israélien occidental sur le Hamas? Parce que si on reprend un partenaire palestinien avec lequel on dialogue, faire comme si le Hamas n'existait pas du tout, ça paraît un petit peu irréaliste aussi. Mais ça va bien sûr être toute la difficulté de résoudre ce problème entre l'impossibilité de parler à un interlocuteur qui est considéré comme terroriste et extrêmement dangereux avec ce qui est passé le 7 octobre, et en même temps contourner complètement un interlocuteur, un acteur dont on sait qu'il est devenu central. Merci beaucoup. Il faudra revenir donc pour en parler, Laetitia Bucaille. Merci infiniment d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct.